installer. Merci d'être avec nous ce matin. Donc Olivier Sichel, je le disais, vous êtes directeur général par intérim de la Caisse des dépôts. Caisse des dépôts, on le sait, très engagée dans cette transition durable. On en a parlé ce matin, notamment avec le ministre de l'économie, donc il nous l'a rappelé. Pour démarrer, peut-être quelques mots de contexte, parce que la Caisse a un attachement particulier justement à ces journées, à ces rencontres de l'IFD. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, parce qu'on a été à l'origine, il y a 10 ans, du Climate Finance Day, et qui ont été préfigurateurs de l'IFD. Et donc, je salue le président Perrier, je salue aussi Céline Houbet, sa directrice générale, qui fait que nous sommes très très attachés à ces rencontres qui permettent d'échanger et puis de faire progresser la finance durable. On fête aussi le 10e anniversaire de l'accord de Paris, de la COP 21. Et donc, on a un attachement à ces questions-là qui nous permettent, pour reprendre les propos du ministre Montebourg, de faire des choix et pas seulement d'appliquer des règles. Effectivement, alors on le voit, on l'a dit déjà depuis ce matin, l'environnement en général, il a extrêmement évolué, il a beaucoup changé depuis justement l'année dernière. Est-ce que d'après vous, finalement, ça marque un retour en arrière? Et comment justement, dans ce nouveau contexte, on peut aujourd'hui traiter ces sujets de transition écologique? Comment faire, comment s'y prendre? Il y a incontestablement un retour en arrière international. Quand les États-Unis sortent de l'accord de Paris, oui, il y a un retour en arrière. Quand véritablement les tensions internationales sont aussi fortes qu'elles le sont aujourd'hui, il y a un retour en arrière. Alors est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut renoncer? Très certainement pas. Qu'à un moment de nouveau, Arnaud Montebourg citait le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, qui chiffrait à 300 milliards le coût de la transition écologique pour la France. Et nous avions décidé, et à l'époque c'était Éric Lombard qui était directeur général de la Caisse des dépôts, de s'engager à hauteur de 100 milliards sur la période 2024-2028. 100 milliards, ça voulait dire à peu près, je fais une régression linéaire que chacun est capable de faire dans cette salle, on est des grands financiers, ça faisait 20 milliards par an. Et nous avons annoncé la semaine dernière que pour le groupe Caisse des dépôts, dès la première année, nous avons financé 28 milliards pour la transition écologique. Donc bien au-dessus de ce qui était prévu. Et derrière ces 28 milliards, il y a des financements très très concrets qui correspondent là aussi à des choix qui sont faits et pas l'application de règles. Lesquels alors, par exemple, oui. Alors, les choix qui sont faits, d'abord, c'est d'avoir recours à des financements longs, très longs, par rapport à ce qu'on évoquait précédemment. Je donne un exemple, le ferroviaire. Ferroviaire, c'est très très important. Nous avons financé, nous sommes le premier financeur du ferroviaire régional. Nous finançons les régions qui achètent des locomotives, qui achètent des wagons pour relancer le ferroviaire qui est, comme nous le martèle à chaque voyage qu'on fait SNCF, le financement, le mode de transport le plus écologique. Et donc là, on finance à 40 ans, donc on est vraiment dans du financement très très long, permis par quoi? Par l'épargne dite réglementée, puisque c'est le livret A qui est derrière, et avec des financements qui sont très compétitifs. On finance ça à taux du livret A, plus 40 points de base. Donc aujourd'hui, le livret A est à 2,4%, et donc c'est à 2,8% sur 40 ans qu'on finance le ferroviaire. Un autre exemple important dans la période dans laquelle on est, et ce n'est pas Julien de Normandie qui a traité les questions agricoles qui me dira le contraire, le financement de l'eau. Le financement de l'eau, nous avons lancé, et le ministre de Normandie était présent à l'époque, ce qu'on appelait les aquaprêts. Les aquaprêts, là aussi, ce sont des prêts très long terme, taux du livret A plus 0,4%, pour financer l'assainissement, pour financer les réseaux d'eau potable. Et là, on avait initialement prévu une enveloppe de 2 milliards. On a annoncé qu'on mettrait 2 milliards de plus et on finance chaque année plus de 300 projets, à la fois des projets qui peuvent être des projets totalement structurants, totalement majeurs. Je pense par exemple à Nice, où pour 600 millions, on finance la nouvelle station d'épuration de Nice, qui est sur la métropole. Alors, ceux qui connaissent Nice vont bien voir de quoi je parle quand vous arrivez à Nice et que vous atterrissez à l'aéroport. Au tout début de la promenade des Anglais, entre l'aéroport et la promenade des Anglais, vous avez la station d'épuration. Alors vous comprenez que
Ça veut dire que ce qui est épuré part dans la baie des Anges. Donc, par rapport à la préservation de notre environnement, c'est important d'avoir une station d'épuration qui fonctionne bien. Mais à côté de ça, j'accompagnais la semaine dernière dans la banlieue de Liévin, Agnès Pannier-Runacher, pour financer le foncier autour des puits de captage. Donc là, le projet est à 200 000 €, donc c'est des projets beaucoup plus modestes. Et tous ces projets-là, la Banque des Territoires l'accompagne. Donc ça correspond exactement à ce que disait Arnaud Montebourg et Julien Normandie dans la précédente table ronde, des financements de très long terme, 40 ans, avec des taux d'intérêt qui sont relativement bas. TLA plus 0,4, on est à 2,8%. Ce n'est pas exclu d'ailleurs que dans quelques mois, le taux du livret A baisse encore. C'est ce qui est prévu d'ailleurs. C'est ce qui est prévu. Et donc, si on imagine un taux du livret A autour de 2,1, vous financerez donc la transition écologique à 2,1 plus 0,4, 0,5, vous serez à 2,6. Là où l'OAT est actuellement, je parle sous le contrôle du président Perrier, à quoi? À 3,65, hein, c'est à peu près. Donc vous voyez, on est capable tout à fait d'utiliser l'épargne réglementée pour financer la transition écologique et dans des sommes qui sont considérables. C'est 28 milliards l'an dernier et c'est une écologie très très concrète dont je vous parle. C'est des stations d'épuration, des réseaux d'eau, des nouveaux trains pour les régions. Donc c'est véritablement à ça que sert la Caisse des dépôts, au concret, au plus près des préoccupations citoyennes. Alors, on est dans un moment grave en ce moment, puisqu'on parle de plus en plus d'économie de guerre, évidemment, et de la nécessité donc de financer justement cette industrie de l'armement. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre position, justement? Comment ça s'inscrit par rapport justement à ce que vous portez en valeur ESG? Alors, nous, on n'oppose pas du tout l'ESG à la défense. On pense que véritablement, c'est important d'avoir des sociétés pacifiques pour préserver l'environnement. Et donc, on était déjà engagé. On a une exposition aujourd'hui de 40 milliards sur le secteur de la défense dans tout le groupe Caisse des dépôts. Alors, derrière ces 40 milliards, qu'est-ce qu'on a? On a le financement de l'export. C'est une grande industrie exportatrice et BPI a un rôle d'assurance export. On a ainsi un rôle de refinancement des banques qui financent l'exportation. Ça, c'est une autre de nos filiales qui s'appelle l'ASFIL, bien connue de beaucoup d'investisseurs parce que c'est un grand émetteur d'obligations sur les marchés. Et puis, BPI est très engagé sur les fonds propres à apporter à ce qu'on appelle la BITD, la base industrielle et technologique de défense, qui sont les rangs des ETI, des PME, des startups. Le premier rang n'a pas tellement besoin de financement en fonds propres parce que la plupart du temps, il se trouve que c'est l'État, via l'APE, qui est actionnaire de Naval Group et des différents groupes de défense. Donc on ne les oppose pas du tout. Et finalement, là aussi, on revient à ce que disait le ministre Montebourg, à Picon des choix. La défense est une politique publique et le rôle de la Caisse des dépôts, c'est d'accompagner les politiques publiques. Donc on a une politique de défense et la Caisse des dépôts va accompagner cette politique de défense. Donc c'est important, effectivement. Un mot sur le réglementaire, ça a été évoqué lors de la dernière table ronde, notamment sur le fait qu'effectivement, cette réglementation, c'est un levier nécessaire, important pour harmoniser les objectifs de demain, mais également, cette réglementation, elle peut être quand même très contraignante, peut-être parfois un peu trop lourde. Du coup, est-ce que vous avez le sentiment quand même que les allègements qu'on pourrait faire sont les bienvenus ? Oui, là aussi, d'abord qu'il y ait une réglementation, c'est pas anormal, mais ça ne nous dispense pas de faire un effort de simplification. Aussi bien dans le financier que l'extra-financier. Chez nous, déjà, à la Caisse des dépôts, dès le départ, quand on a créé la Banque des Territoires, on a voulu réunir le financier et l'extra-financier. Et Nathalie Tubiana, qui est présente, qui était la première directrice financière de la Banque des Territoires, a été pour la première fois directrice financière et directrice de l'extra-financier. C'est-à-dire que dans nos choix d'investissement, dans nos choix d'allocation, on mettait au même niveau le financier, la rentabilité, le TRI, que les critères extra-financiers, le bilan carbone, le bilan sur la biodiversité. Et maintenant, Nathalie Tubiana est directrice
financière de la Caisse des dépôts, nous sommes tous montés d'un étage, et elle garde le volet financier et extra-financier. Et ça ne nous empêche pas d'avoir un regard critique, constructif et bienveillant sur la réglementation, en disant que oui, on peut simplifier des choses sur la CSRD, on peut aussi simplifier des choses dans le financier, sur les IFRS, il n'y a pas d'exclusion. Il faut avoir une approche critique de simplification, aussi bien dans le domaine financier que dans le domaine extra-financier, et là aussi faire des choix. Comme le disait Arnaud, sur Bâle, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de sortir de Bâle à partir du moment où on a la solidité, la solvabilité de nos établissements financiers, il ne s'agit pas de prendre des risques et de ne pas être en situation, le jour où tout un chacun veut retirer son livret A, de pouvoir dire bah, je suis désolé, on l'a fait des placements hasardeux. Mais en revanche, de sortir un peu de normes qui nous corsettent, moi j'y suis très favorable. Est-ce qu'on était allé trop loin peut-être justement alors en matière de réglementation ? Il faut toujours avoir un regard extrêmement critique sur la réglementation. C'est un truc qu'on adore faire en France. Je vais vous donner un exemple très concret sur la partie réglementation par réglementation et une autre approche. Il y a eu des débats très très forts sur le zéro artificialisation. En disant, et on revient le côté industrialisation, on a fait le zéro artificialisation, plus d'artificialisation possible, et on le comprend bien, il faut préserver les terres pour l'agriculture, pour la forêt, et à un moment, l'artificialisation est allée trop loin. Puis on a dit, bah, on va faire une exception pour l'industrialisation, parce que l'industrialisation, pour mettre une usine, il faut bien du terrain, il faut bien du foncier. Et alors là, vous rentrez dans ce que j'appelle l'enfer du CERFA, de l'exception à l'exception. Vous dites, OK, il y a un principe qui est de la non-artificialisation, mais il va y avoir une exception pour l'industrialisation. Mais l'industrialisation, de toute façon, pas n'importe laquelle. Si c'est de la logistique, c'est pas vraiment de l'industrie. Et si c'est un data center, c'est pas vraiment de l'industrie. Et donc là, on est dans le domaine où on va aller à la préfecture avec un industriel qui va dire, mais je sais pas... Moi, je me dis, attendez, on est parti sur un autre sujet, une autre approche, et on a fait un portail qui s'appelle France Foncier Plus, qui recense tout le foncier industriel disponible. Et aujourd'hui, ce portail, qui est immédiatement disponible, qui traite les choses par la donnée objective, recense à peu près 800 sites et plus de 6000 hectares disponibles pour l'industrialisation. Et donc 6000 hectares, c'est pas mal, parce qu'en fait, on a calculé qu'il fallait 22 000 hectares pour atteindre nos objectifs de réindustrialisation. Il y en a 8 000 dans les friches, et il y en a 6 000 qui sont immédiatement disponibles. Donc au lieu de le traiter par je réglemente, et puis après j'exempte, on l'a traité par le digital, la mise à disposition de toute l'information, et on s'aperçoit que déjà, avant je veux dire, de réglementer, de s'étriper sur l'expression, disons, regardez ce qui est déjà disponible. Et on s'aperçoit qu'en fait, une fois qu'on a fait ce travail-là, on a quelques problèmes pour les grands sites supérieurs à 80 hectares qui peuvent peut-être se traiter de manière ad hoc, sans déranger le Parlement, sans déranger le Conseil d'État, mais en faisant des réunions ad hoc, peut-être auprès du ministre de l'Industrie, et de voir avec quel lieu comment on peut le traiter. Dernière question, donc pour continuer un peu déjà dans les pistes que vous nous avez données, qu'est-ce que vous suggérez comme solution finalement pour accélérer encore pour demain justement ce financement de la transformation écologique? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit vraiment, pour moi, retrouver le sens du temps long et de la dette longue qu'on a connue. J'en discutais avec le président Perrier à la grande époque gaulliste, où on était capable de faire des choix et de ne pas hésiter à avoir une dette longue. C'est ce que nous faisons. Du temps d'ailleurs où Julien de Normandie était ministre du Logement, nous avons lancé, il s'en souvient, des prêts à 80 ans pour financer le foncier. Et je me suis posé la question moi-même, en autorisant ces prêts pour le foncier en zone tendue, de dire on est aujourd'hui en 2025, ça veut dire que le dernière annuité va être remboursé, si je calcule bien, en 2105. À ce moment-là, c'est même pas ma fille qui remboursera, mais ma petite fille. En même temps, les zones foncières tendues, si je me mets 80 ans en arrière, on est en 45. Paris est toujours Paris, Bordeaux est toujours Bordeaux, Strasbourg est toujours Strasbourg, ces zones sont toujours foncières. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir d'hésitation à financer de la dette longue. Et je pense que ceux qui portent la transition écologique au quotidien, c'est surtout les élus, ce que d'ailleurs sortait dans le rapport Selma Mahfouz, de Pisani-Ferry Mahfouz. Et je vois parfois des élus qui sont un peu à courte vue en disant « moi, je laisserai ma commune avec zéro dette financière, mais qui laisseront
des écoles qui sont des passoires thermiques, des réseaux fuyards, des éclairages qui n'auront pas été passés du thermique au LED. Et ça, je trouve que ce n'est pas acceptable. En réalité, ils vont laisser à leurs successeurs peut-être zéro dette financière, mais une dette écologique majeure. Donc il ne faut pas effectivement aller dans cette direction. Merci beaucoup, merci Olivier Sichel.